Kanatan rabe onon chanjay non mianon chanjay chirikiya. Donc nous allons commencer cette cérémonie que mon jumeau m'impose de, je ne dis pas présider. Le rôle pas facile pour les Mauritaniens de distribuer la parole, d'imposer, de distribuer la parole, d'imposer un minimum de discipline. Je voudrais d'abord vous féliciter pour la ponctualité. Parce que nous, Mauritaniens, avec simplement 30 minutes de retard, c'est bien, on fait des progrès. Je voudrais démarrer en infligeant un démenti à l'écrivain, mon jumeau, parce qu'il dit que je n'ai pas fait de gros progrès en matière de langue. Haoudio. On dit. C'est clair. Il y a le pharaon. Ça va faire. Vous voyez que je fais des progrès. Yawa, c'est plus de 60 ans d'amitié, de fraternité. C'est un homme jeune et je suis sûr qu'il n'y a jamais deux endroits, certainement dans un an, il va encore nous réunir. C'est un homme jeune. Oh, les jambes ne suivent pas toujours, mais la tête est pleine et jeune. Il a essayé de me faire écrire. Je n'y arrive pas. Moi, je parle. Je gagnais ma vie en parlant, en plus. Mais il me fait le bonheur d'écrire pour nous deux. C'est le sens du livre qui nous réunit aujourd'hui. Nous en avons discuté. Il m'a dit, mais c'est toi qui dois écrire. J'ai dit, non, c'est toi qui dois écrire. Parce que toi, au moins, tu as de la mémoire. Moi, la mémoire, elle n'est pas partie complètement parce que je reconnais encore des vieilles têtes ici, comme Mamadissa, mais elle est plus floue. Alors je l'ai encouragé à écrire, il a écrit ce magnifique livre qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais saluer tous les participants. Hé, hey, votre affaire là, c'est quoi? C'est toi qui as dit le tel. Je n'ai touché à rien. J'ai toujours une bagarre avec les micros. Parce que dans ma profession, c'est un immense privilège de pouvoir trouver dans une salle d'audience un micro pour plaider. Le matin, on s'exerce. Quand on ne va pas au tribunal, on va dans la salle de bain et on crie pour que l'instrument ne s'enraye pas. Alors je disais donc que Yawar me fait le bonheur, ou nous fait le bonheur de nous réunir autour de ce magnifique livre, Le Fleuve. Le fleuve rappelle à lui comme à moi, les enfants du fleuve, énormément de souvenirs. Et il les a décrits, écrits, avec tellement de sensibilité que je me vois barboter dans mon fleuve de Djagili, qui, en descendant, ramène également nos effluves jusqu'à Mbaye.
ce livre est mien. Il est aussi le vôtre pour un certain nombre de gens du fleuve. En vous saluant, j'ai pensé à un absent qui nous avait fait le bonheur lors de la présentation de Sentier Sinueux de présenter le livre. Il nous a quittés. Il a été rappelé à Dieu pour le repos de son âme. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence au cours de laquelle nous allons tous réciter la Fatiha. Il s'agit de notre ami, de notre frère, Ablaye Sereba. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Merci à tous. Dans la présentation de ce matin, j'ai souhaité en tout cas que la salle ait plus de temps pour intervenir. Parce que la dernière fois, j'ai ressenti des frustrations des hommes et des femmes qui n'ont pas pu, faute de temps, intervenir, dire un certain nombre de choses. Ce matin, je souhaite en tout cas que ce temps soit suffisamment élastique, d'autant plus que la salle nous est prêtée gracieusement. J'en profite pour remercier les autorités qui nous ont permis d'avoir accès à cette salle. Je ne dirai pas autre chose que l'expression donc de ce que nous ressentons tous. Diawar est un écrivain et nous lui souhaitons en tout cas de poursuivre ce rappel de mémoire qui est aussi la mémoire commune d'un certain nombre de gens de sa génération. Je vais passer la parole à mon frère Sidi. Moussa Sidi. D'accord. Moussa Sidi pour la présentation du livre. Merci à tous pour cette présence matinale parce que je disais à Diawar, vous savez, nous on est retraités et on commence à se réveiller à midi. Toi tu nous demandes de venir à 10h. Ça va être dur, mais on est quand même là. Assalamu alaikum. J'avoue qu'il est particulièrement difficile de prendre la parole après un avocat, surtout si on n'est pas avocat soi-même. Je vais quand même essayer de dire 2 ou 3 mots sur le livre de notre camarade Diawar, et j'ai eu le plaisir de lire avec beaucoup d'intérêt. Mais avant, il est quand même utile de s'interroger, ne serait-ce que très peu, sur le titre. Parce que beaucoup de personnes qui ont eu à prendre connaissance du livre ont été d'abord frappées par ce titre-là. Les fleuves refusent de se séparer. Peut-être il aurait été possible d'écrire cela autrement. Le fleuve ne veut pas séparer, ou le fleuve ne peut pas séparer. Mais ces 2 dernières formules rendent moins bien la première formule qui est celle-là, celle qui est adoptée, parce que derrière le mot refus, il y a l'engagement, il y a la volonté de ne pas accepter quelque chose. Ne le veut pas, c'est une volonté, ne le peut pas, c'est une capacité. C'est pourquoi il est très important qu'on voit derrière ce titre la force des populations de part et d'autre du fleuve de refuser
c'est que les États, et ce n'est pas propre à notre fleuve, c'est propre à tous les peuples qui ont servi de frontières, ou à toutes les frontières artificielles, les populations de nos pays, parce que n'ayant pas été associées au tracé, parce qu'ayant été victimes du colonialisme, les peuples n'ont pas accepté en réalité cette division, par conséquent, n'acceptent pas les frontières qui sont restées. En fleuve, une rivière, un poteau, les peuples s'en moquent. Les peuples mettent en avant leur unité, leur culture, leur civilisation, quelle que soit le milieu dans lequel c'est. Ça, c'était une simple observation. La première idée, maintenant, moi, en lisant le document ou le livre, je me suis dit finalement, où commence l'histoire? L'histoire avec un grand H. Ce n'est pas l'histoire qui est racontée dans les livres. L'histoire telle que nous l'avons apprise, telle que nous est enseignée. Est-ce que l'histoire est seulement, on va adopter la définition lacunaire, l'histoire du récit des événements du passé. Mais de quel passé? Et à partir de quelle date? Est-ce que ce qui est raconté là relève de l'histoire de la Mauritanie? Écoutez, dans le document, excusez-moi, à chaque fois, document et livre, comprenez qu'il s'agit du livre. On parle de 58, de 66, de 79, de 86, de 89, et on parle du retour de l'exil de 2005. Pour un pays qui vient de fêter son 63e anniversaire. Ça veut dire que ce qui est relaté là, peut-être pour ceux comme moi qui ont des cheveux blancs, qui ont vécu certains de ces événements-là, certains faits peuvent ne pas relever de l'histoire. Mais pour un enfant qui est né en 1989 et aujourd'hui qui est en cadre dans ce pays, relater les événements de 1966, relater les événements de 1968 relève de l'histoire et de la grande histoire pour la compréhension de ce pays. Et sur ce point, je crois que l'auteur du livre a été assez exhaustif. Pour deux raisons. Il n'est pas simplement qu'un témoin. Un témoin, il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Mais il est également un acteur. Un acteur de la plupart des événements qu'il a relatés dans ce livre. Bien entendu, il s'agit d'une autobiographie, mais ce n'est pas que ça. Il a dû dire, il a mis en avant des faits sur lesquels il a des éléments assez précis. Bien entendu, parfois, et on le voit à travers le livre, mais c'est lié à Diawara et à son éducation et à son caractère très sympathique, il préfère taire certaines choses. Il a préféré, par exemple, nous dire, en 58, on m'a dit ce qui s'est passé, parce que j'ai un père, j'ai un frère qui a participé, mais je ne peux pas livrer ma version. C'est déjà très fort. Je sais, je peux le dire, mais peut-être, en le disant, cela peut entraîner un certain nombre de conséquences. Et donc, je ne le dirai pas. Mais il nous montre qu'il connaît. Et nous avons besoin que des gens qui connaissent puissent témoigner. Et il faut voir ce livre-là comme étant un témoignage ou une contribution, pour être plus modeste, une contribution à l'histoire contemporaine de la Mauritanie. Parce qu'il n'y a pas un fait qui relève de notre histoire commune qui ne soit pas relaté dans ce document. Et de ce point de vue, on peut dire que Diawara a joué un rôle d'historien, même s'il est géographe, il est quand même historien aussi par la suite. Maintenant, de manière éparse, je vais vous dire, moi, les scènes qui m'ont, comme on dit, qui m'ont frappé dans le document, dans le livre. La première scène, c'est lorsque Diawara parle des voyages à pirogue, durant l'hivernage. Le papa qui voyage à Bogué, la pirogue qui a été apprêtée de manière à rendre le voyage confortable. Des coups
sagui, de pagaie plutôt, et les gouttelettes qui tombent sur le visage. Il y a un certain nombre de choses pour des gens qui relèvent d'une autre culture, ou qui viennent d'ailleurs, ne peuvent pas apprécier à sa forme, à sa juste dimension. Il y a aussi que dans le bouquin, on voit des scènes très fortes et une description sur les chalutiers qui venaient, les bateaux, et une connaissance du fonctionnement même de ces bateaux. Moi, j'ai dit, parce que je n'ai pas grandi au bord du fleuve, moi j'ai grandi très loin dans le désert, c'est pourquoi peut-être certaines scènes m'ont particulièrement frappé. Et je vois que Ndiawar, ce n'est pas seulement parce qu'il est dans un village de pêcheurs, on dit, mais c'est parce que c'est un homme qui vit au bord du fleuve ou qui a vécu au bord du fleuve, et il a su décrire avec beaucoup de dextérité comment le transport fluvial de l'époque marchait pour approvisionner les populations négro-africaines, surtout les populations riveraines. Et je pense que cela est extrêmement important. Il y a dans cela aussi d'autres dimensions du bouquin. Les jeux. Katul. Pitul. C'est tout à fait, pour le sociologue, si aujourd'hui des recherches venaient à être effectuées, et essayer de faire une certaine comparaison entre comment vivaient les jeunes en 1960, les jeunes Foutanké, et les jeunes Foutanké de 2010, on verra que le bouquin apporte un certain nombre de réponses à cela. Aujourd'hui, c'est WhatsApp, c'est beaucoup de choses, c'est la télévision. Avant, ben, il n'y avait pas tout ça. Comment les jeunes arrivaient à s'amuser? Et Ndiawar donne un certain nombre de réponses. On a même parfois, dans une description très intéressante, sur le jeu de Pitul, comment ça fonctionne, comment ça se fait. Je crois aussi que concernant la situation de déportation qu'il a connue, je voudrais faire une petite parenthèse sur cette question-là. Il est très difficile de vivre ce que Ndiawar a vécu et que d'autres également ont vécu et de garder la tête froide. C'est-à-dire de ne pas céder à la colère et de ne pas tomber dans un certain extrémisme. Ndiawar a su garder la mesure. J'ai essayé, pour pouvoir le taquiner plus tard, de voir quelque part de l'amertume à travers quelques lignes. Non, je n'en ai pas vu. J'ai essayé de voir quelque part une haine de l'autre à travers les lignes. Je n'en ai pas vu. Par contre, et c'est cela qui est frappant, il a su dire: voilà l'injustice que j'ai subie. Ma famille et moi. On m'a pris. On m'a mis dans un avion où on était à trois dans des fauteuils. On nous a amenés au Sénégal. Et tout ça pendant que la marmite était encore sur le feu. Ne dites pas que je n'ai retenu que l'histoire de la marmite. C'est très frappant comme image. Imaginez qu'on aille, tu te réveilles le matin, tu pars. Je sais qu'il y a certains dans la salle qui ont vécu cela. Tu te réveilles le matin, tu quittes chez toi, alors tu reviens pour dire Péonéka. Si même on vous laissait apporter ces caquets-là. Mais on vous dit, venez, on vous... Donc c'est très fort. Et c'est parce que ça a été très fort qu'il est parfois compréhensible que certaines personnes puissent céder à la colère et sans perdre toute la raison, arriver parfois à avoir quelques excès de langage. Alors, Dieu a gardé Ndiawar de cela, son éducation a joué, et sa connaissance également de la société mauritanienne. Le fait également, et c'est ça extrêmement important, qu'il ait appartenu ou qu'il ait joué un rôle particulièrement important dans le mouvement Kadinine, a contribué à montrer qu'on ne peut pas tomber dans des généralisations abusives et catégoriser les gens suivant leur communauté. Safal de Modiani, Antourare Modiani, Sarkoule de Modiani, on s'en sortira pas. Et de ce point de vue-là,
Diawara a su garder la mesure. Concernant donc le rôle que Diawara a pu jouer au niveau du Sénégal, bon, j'admire sa modestie. Il n'en a pas parlé, il en a parlé très peu. Mais je vais simplement témoigner qu'il a joué un rôle particulièrement important. Sans être au devant de la scène, sans être l'homme qui est très visible ou qui attire sur lui l'attention, mais aussi sans être, comme nous autres, des partisans invétérés d'une tendance et des défenseurs invétérés d'une tendance. Il a su encore une fois garder la mesure et se positionner en sage qui donnait les conseils aux uns et aux autres. Et qui n'hésitait pas, quand quelqu'un était dans l'erreur, j'en sais quelque chose, de dire aux gens, ça, c'est pas bon. Cette position est erronée. C'est ça qu'il faut faire. Il n'appartenait, comme il a dit d'ailleurs, dans aucun de ces mouvements très, très puissants, très forts à l'époque, et qui se, excusez-moi de ce truc populaire qui s'est tapé dessus, mais il a su quand même être une des personnalités de référence. S'il y avait un problème, s'il y avait un truc, il fallait consulter Diawara. Parce que Diawara parle à tout le monde, et Diawara connaît bien la société mauritanienne. Diawara est un consultant, et même au niveau du Sénégal, il a joué ce rôle, donc il a pu aider à trouver les meilleures solutions. Ironie de l'histoire, c'est celui-là même qui a été banni de son pays, qui sera parmi les artisans du retour de ses compatriotes déportés au Sénégal. Il y a quelque chose là qui est comme très fort. Chance, ou bien la justice divine, qui montre que ceux qui avaient pris la peine de vous déporter finissent par admettre le fait que c'était une erreur, que c'était une bêtise, parce qu'on ne déporte pas quelqu'un parce qu'il n'est pas mauritanien, et qu'on le ramène pour qu'il ramène des Mauritaniens. Donc il y a ici tout un paradoxe. Je termine sur une idée et qui est contenue également dans le document. On parle beaucoup ces derniers temps des problèmes des négro-africains, du problème noir, de la question de l'unité nationale. Écoutez, je ne veux pas dire que Diawara a fait des propositions ou qu'il a résolu le problème, mais il a bien posé le problème, ce qui est déjà la moitié de la solution. Qu'est-ce qu'il dit en somme? De 1958 à nos jours, ce grand problème de question nationale n'est rien d'autre qu'une compétition entre les élites des différentes communautés pour le contrôle du pouvoir. Que ça soit en 58, que ça soit en 66, que ça soit en 79, que ça soit en 86, que ça soit en 89. Et c'est une question de rapport de force. Et il a su bien montrer qu'au départ, il y avait une sorte de déséquilibre au niveau de l'administration mauritanienne, parce que l'administration mauritanienne, dans sa grande majorité, était composée d'éléments négro-africains. Et cela s'explique historiquement, parce que les éléments négro-africains étant les premiers scolarisés, ils ont fourni des fonctionnaires à la nouvelle administration mauritanienne. Et c'est là où il introduit une autre idée qui est intéressante. Le mode de domination coloniale au niveau de ces deux communautés est différent. Au niveau des communautés noires, on va parler du Sénégal et autres, c'est un contrôle direct au vu de la communauté. Moi, c'est plutôt le schéma indirect. Et ça produit ce qu'on a constaté. À partir de ce moment, dès qu'un État est indépendant, que les élites sont là, négro-africaines, les élites arabes sont là, écoutez, chacun veut sa place au soleil. Et c'est ça engendre une compétition. Mais une compétition n'est jamais mauvaise, si elle est bien encadrée. Si les droits de chacun sont respectés dans un cadre compétitif, mais c'est une très bonne chose. Ce qui est mauvais et ce qui est inacceptable, c'est la négation des droits des uns ou des autres. Et je pense que pour cela, de ceux qui ont eu, pendant une certaine période de leur vie, à considérer
que le problème de l'unité nationale doit être résolu de manière consensuelle en posant les bases d'une véritable démocratie dans ce pays-là, ont eu raison. Écoutez, peu importe celui qui va diriger le pays, qu'il soit noir ou blanc, l'important c'est qu'on sache que celui qui est là, aujourd'hui, respecte un certain nombre de règles. Si on peut traduire un président devant la justice pour avoir trahi, si on peut prendre des sanctions contre des responsables qui auront failli à leur devoir, peu importe celui qui sera là. Mais là, c'est une autre paire de manches, il faut un certain niveau de maturité. Je m'excuse auprès des nombreux bas qui sont dans la maison, actuellement présents, parce que il n'est pas coutumier que je puisse parler comme ça sur un dialogue, mais une fois n'est pas coutume. J'attends le 3e roman pour prendre du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussa. Alors, le protocole va consister, pour ceux qui veulent intervenir, à s'inscrire sur une liste que... Elle s'appelle comment encore? Oumul Khairba va pouvoir prendre, et nous avons le temps, en tout cas pour toutes les interventions. Moussa a parlé de la marmite. Laissez-moi dire un mot à propos de cette marmite. Lorsque, grâce au colonel Diaïkan, qui était à l'époque ministre de la Justice, il m'a été permis d'entrer dans la maison de Diawar, d'où il a été kidnappé avec sa famille. La marmite était encore là, avec son contenu. Quand nous avons ouvert le couvercle, malheureusement, la marmite, ce qui était dedans avait déjà pourri. Moussa a parlé de la déportation de Diawar. J'ai failli être déportable. Mais Dieu merci, les femmes soninké qui vivaient au Sénégal à l'époque, notamment à Dakar, étaient persuadées que les Wolofs préfèrent une fille à un garçon. Donc il y avait un petit trafic avec les matrones. Et quelquefois, quand vous avez une fille, on va vous l'échanger contre un garçon. Alors ma mère, convaincue que si elle avait une fille, elle va recueillir un garçon, a préféré aller au village accoucher. Voilà pourquoi je ne suis pas né à Dakar. Autrement, j'aurais été déportable. C'est une stupidité. Moussa l'a dit, notre pays a connu un moment de folie. Nous avons l'obligation de dépasser ce moment de folie. Nous avons l'obligation d'engager un débat, mais un vrai débat, parce que nous avons l'obligation de vivre ensemble. Nous n'avons pas d'autre solution que de vivre ensemble. Et pour cela, il est important que nous discutions de toutes les questions qui nous permettent aujourd'hui de vivre ensemble. Il y a la question de l'impunité. Diawar l'évoque, mais on a un encouragement aujourd'hui, c'est que, comme l'a dit Moussa, notre pays a pris la décision de poursuivre un ancien chef d'État pour des faits de droit commun. Pour que nous nous réconcilions, il est impératif que justice soit faite à tous ceux qui, à un moment donné de notre histoire, ont subi, ont été victimes, ont subi un préjudice énorme. Ce débat, nous avons l'obligation de nous armer de courage pour pouvoir l'aborder. On ne peut pas contourner ces questions-là. Je rappelle quelquefois que j'ai assisté à l'exécution d'un jeune militaire. Le dernier mot qu'il m'a dit, c'est que ma femme est en état de grossesse. C'est aujourd'hui ou demain. Mais quel que soit le sexe de l'enfant, je voudrais qu'il porte mon prénom. Voilà les derniers mots qu'il m'a confiés. Vous imaginez, j'ai transmis à sa famille
sa volonté. Ce qui a été fait, il a une fille, pas un garçon. Est-ce qu'on peut penser que cette fille peut oublier ce qui est arrivé à son père? C'est la raison pour laquelle une mémoire courageuse doit nous inviter à regarder l'ensemble des problèmes que nous avons connus pour que nous y trouvions des solutions qui nous permettent de vivre ensemble. Et c'est impératif. Alors, j'ouvre le débat. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un baladeur pour ceux qui veulent intervenir? Je peux juste dire les noms. Donc, le premier, c'est Moussa Diop. Alors, passez le baladeur à Moussa Diop. Et Cyril lui passera Moussa. Voilà. Merci Moussa. Si d'autres souhaitent s'inscrire, vous levez la main. Mon communauté Mbagnoisa Nouakchott, doyen Djopamad Kali, ici présent dans la salle. On a donc témoignage en fait que mon oncle Ndiawar Kane. Franchement, Moussa, 2 minutes, je voudrais peut-être m'assurer que l'autre Moussa peut restituer ce que dit Moussa. Sinon, je peux m'exprimer en français. Hein? Oui. C'est pareil. Pardon? Je peux m'exprimer en français. Non, vous reprendre, je n'ai aucun problème. Oui, c'est pareil. Hein? Juste pour que ceux qui ne sont pas pour la réforme, okay, moi, si j'ai une femme belle, puisse quand même comprendre ce que vous avez dit. D'accord, je reprends le doyen, maître. Je dis bonjour à tout le monde ici présent dans la salle, plus particulièrement au notable doyen Djopamad Kalidou. Vous n'allez pas dire que je vous ai empêché de parler en poulard. Hein? Non, je le prends au sérieux. Et mes remerciements vont particulièrement à mon oncle Kane Ndiawar, dont j'ai beaucoup d'estime à sa personne et qui m'estime en parallèle. 27. Et que j'ai vécu avec lui plusieurs années. Je le connais. Je suis un de ses enfants, le plus proche d'ailleurs. Et connaissant aussi sa grandeur, sa simplicité, et tout le monde peut en témoigner. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un monsieur qui a combattu durant toute sa vie. Et il y reste aussi. Il est fidèle à ses principes. Donc, en tout cas, moi je suis à ses côtés et derrière lui aussi. Et bonne réussite dans toutes ses œuvres. Merci. Après Moussa. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui sont présents ici et particulièrement ceux qui sont devant moi autour du desk. Maître d'abord. Moussa, même si c'est un bas, aujourd'hui c'est un bas qu'on peut accepter, évidemment, Ndiawar ne présente pas. C'est Amadou Ousmane Diallo, plus connu sous le nom de Doudou Diallo pour certains. Donc j'interviens dans ce cadre. Je dois dire que je n'ai pas eu le bonheur de lire le livre, mais les quelques éléments qui ont été restitués par Moussa, qui devient Moussa Diallo, m'ont donné une bonne connaissance, je pense, de la substance du livre. Et par rapport à ça, il y a d'autres pas qui me menacent dans la salle. Excusez-moi, permettez-moi de profiter de cet instant vraiment pour taquiner quelque peu au passage. Moi, je crois, d'abord, le premier témoignage que vous pourrez faire, c'est envers l'aîné, pour qui j'ai eu beaucoup de sympathie. Il y a vraiment une référence pour moi dans son parcours. Il est une référence pour moi à 2 niveaux. Le premier, c'est le militant qui a été, que je n'ai jamais pu être. Je crois qu'il a là un parcours dont on vraiment peut se glorifier aujourd'hui. Et également, la deuxième raison, c'est le consultant qu'il a été et que j'essaie d'être aujourd'hui en matière d'évaluation. Je pense que de ce point de vue, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Au-delà de ce témoignage, je ne veux pas être long. Je voudrais faire une double observation.
une observation à partir du constat fait autour du livre, l'appellation, le titre du livre. Et Moussa l'a bien rappelé, le fleuve refuse de séparer. On peut donc dire que le fleuve accepte de réunir, accepte d'unir. Un fleuve qui refuse de séparer peut comprendre, et moi la compréhension que j'en ai, que j'aimerais bien qu'elle soit partagée, elle accepte d'unir. Mais je pense que là, il y a une invite que Ndiawar nous a lancée. Cette invite, je la vois à un double niveau. Le premier niveau, me semble-t-il, est interne à nous, communautés qui vivons autour du fleuve, ici en Mauritanie. Elle est également une invite autour de tous les pays qui vivent autour du fleuve Sénégal. Donc, on va dire en second niveau qui me semble être régional. Je pense que cette double invitation est un des résultats, en tout cas, ce que le livre nous permet de comprendre et d'être interpellé par rapport à cette problématique. Alors, comment répondre à cette invitation? Je pense qu'il y a quelques éléments qui ont été déjà avancés autour de la table. Il y a une forte interpellation de nos élites. Il faut en faire le constat. On s'est essayé, mais pas encore avec beaucoup de bonheur. Je pense que les problématiques sont encore posées. Comment déconstruire, reconstruire notre pays. Je n'ai pas la réponse tout de suite là où je suis avec vous, mais en tout cas, je voudrais qu'on en fasse notre credo pour l'histoire qui nous attend. Je vous remercie. Merci beaucoup, Diallo. Merci beaucoup. Alors, il m'a été demandé d'accorder la parole à M. Diop Hamadi Khalidou, parce que c'est le doyen et il a des obligations professionnelles. Et puis, ce sera au tour de Mbosili qui doit l'accompagner. Merci. Monsieur Diop. Merci. Bandiraɓe mi salmini on en jetti Allah enen fof en kawriti ɗo moni fof addi ɗum ɗo ko sababu so ɗum jawti mi haala ko yimɓe fof mbawata famde. Je remercie l'assistance nombreuse à cette heure difficile. Je crois que si je n'intervenais pas avant de partir, Ndiawar ne comprendrait pas. Ndiawar, c'est mon jeune frère, c'est mon ami, c'est mon confident. Nous partageons beaucoup de choses ensemble, que certains d'entre vous ne connaissent pas. Il sait qu'en 1949, j'étais d'abord en première année du cours préparatoire. Il est né en 1944, je suis né en 1942. C'est son aîné. Il venait nous trouver à l'école, avec un syllabaire qu'il ne pouvait jamais lire d'ailleurs en ce moment. Nous avons partagé des choses, si je me mets à les exposer ici, ça va prendre toute une journée, parce que c'est toute une vie. Et je sais qu'il est à l'aise de m'entendre parler de cela. Son prénom, c'est Jeunesse. Parce que nous avions un ami tellement féru du français qu'il avait des expressions qui faisaient rire et parfois même... Elles sont tellement sensationnelles que Ndiawar et moi, c'est devenu notre vie. Bataille au marché. Au lieu de dire que ce n'est pas bon, il dit que ce n'est pas... Ndiawar, tu me dépannes, ce n'est pas hygiénique. Et il avait raison, ce monsieur. Parce que le couscous se mêle au poisson se mêle au haricot. Pour lui, c'est la vision du désordre. Mais il dit que ce n'est pas hygiénique. Quand on s'apprête à déjeuner, il dit « nous, je mange ». Ndiawar sait ce que ça représente. Et beaucoup d'autres choses. En 1970, il est venu à Kifa. Son grand frère était gouverneur, Tijani Khan. C'est mon ami. Tijani m'a pris tous mes amis et en fin de compte, Ndiawar a récupéré le tout.
Tidjane a son jumeau Yaya, c'est celui-là qui était mon ami. Tidjane m'a récupéré toute sa vie et Ndiawar récupère le reste. Parmi ses qualités, il est d'abord d'accès facile. Ndiawar est un garçon très sensible aux relations humaines. Il est marqué également par la réalité de son environnement traditionnel. C'est un Foutanké. Maître, je m'excuse. Au passage, je ne vous ai pas salué. Nous avons nous aussi beaucoup de raisons, mais je connais vos relations. Honorable député. Toujours Ndiawar et toi. Je prends note. Vous m'avez salué. Je vous salue. Mieux, je vous salue aussi par-dessus tout ce que vous savez. Nous partageons ensemble votre beau-père, qui est mon ami et qui est à la fois votre papa, Feu Mahmoud Sambouri. Combien de fois tu lui as apporté des livres à lire? Combien de fois tu as discuté avec lui en ma présence? Combien de fois je sais autre chose qui vous lie? Donc, nous sommes retenus par une responsabilité que nous avons en commun avec Ndiawar. Ndiawar devait être de cette partie ce matin. Mais pour des contraintes que nous connaissons tous, parce que nous sommes dans cette salle, nous devons nous aller à la télévision. Parce que nous avons une mission, certains d'entre vous seraient très heureux d'y assister. C'est le centenaire de l'école de Magne. L'école de Magne fête cette année son centenaire. C'est un événement extraordinairement élogieux et méritoire. Donc, je m'excuse auprès de Ndiawar, et il le sait. Je partage avec vous tout ce qu'il a dit dans son bouquin. Mieux, c'est des faits que nous avons vécus ensemble. Ce qu'il relate dans le livre, là, en dehors de la déportation, moi aussi j'ai failli être déporté. Parce que mon diplôme de brevet élémentaire porte la mention fait à Saint-Louis. Parce qu'on n'était pas encore en indépendance. La Mauritanie était d'accord à Saint-Louis. J'ai été conduit, j'ai été arrêté en 88 avec les Issaga Corréra et tout ce monde. Ce n'est pas la peine de relater ça ici. Je connais le parcours politique de Ndiawar. Je sais, je connais ses relations, je connais son tempérament et je sais, chaque fois qu'un événement se produit, on en discute. Ndiawar aime partager les positions des uns et des autres. Pour ne pas trop m'éterniser sur sa personnalité, je reviendrai un peu sur ce qui a été dit à propos des événements qu'il a relatés. Vous savez, quand on met la main dans un foyer éteint, si on ne trouve pas du feu, il y a du charbon, sinon on se barbouille au moins de la poudre. Ce n'est que normal. Ça n'a ni du moment caillé de la loi, non. Ça t'a entendu, voilà, t'as entendu. Nous avons vécu des événements ensemble. Le fleuve dont il parle. Parce que nous sommes dans un bassin où tout se lie, tout vit ensemble, tout est identique. C'est le Fouta. Quand on est né dans ces milieux et on appartient à un monde qui y croit, on devient ce monde-là. C'est ce qui nous lie, lui, le monde. Donc je n'ai pas besoin de dire qu'il a raison ici ou qu'il a tort par là. Mais c'est l'aspect, en tout cas, de la projection pour ce qu'on appelle, je ne sais pas comment il faut appeler ça, les gens s'amusent à dire le problème national, de l'identité, de ceci ou de cela. Non. Je crois que le fleuve ne peut pas être entré d'union. Parce qu'il ne sépare rien. Ne peut pas être frontière non plus, parce qu'il sépare deux États. Je crois que si le débat est ouvert à ce niveau, le hasard n'existe pas. Si Ndiawar a été déporté, il revient pour s'occuper des gens qui sont déportés comme lui. Ça veut dire que c'est le destin, ce n'est pas le hasard. Je vous remercie.
Keita. Assalamu alaikum, bandirabi. Effectivement, je vais m'exprimer en français parce que j'ai les mêmes contraintes que M. Diop qui vient de parler. Je dois assister tout de suite avec lui à l'émission au niveau de la télévision concernant le centenaire de l'école de Mbaye. Mais je commencerai par témoigner que M. Kandjabar est un homme de conviction. Ça fait une année que je travaille avec lui pour ce grand événement. Il a toujours des idées, il est constant dans ses idées. La constance surtout. Moi, je l'ai connu très jeune, en 1960, parce qu'il était compagnon de certains cousins. Autre chose, j'avais mon jeune frère qui porte le nom de son père, qui s'appelle Mamoudou. Donc, il y avait une certaine sympathie que son père affichait à l'endroit de ce jeune frère. Par ailleurs, je sais que de pareilles rencontres ont suscité beaucoup d'intérêt. La preuve année que j'ai vu des visages que ça fait plus de 20 ans qui m'ont manqué. M. Bassamba Diop, Moussa Sidi qui a vécu avec moi pendant une année à Bogué. Il était venu pour le mouvement politique alors que nous faisions le brevet. Il était régulièrement dans notre chambre. M. Moussa Sidi qui vient de faire le témoignage que j'ai eu à connaître. Bon, par ailleurs, en ce qui concerne en tout cas les sujets, bon, il y a M. Djamadou Oumar aussi que je viens de revoir, qui ont joué des rôles importants pour l'évolution, la transcription de notre langue nationale. C'est des acteurs infatigables. Je salue leur dynamisme et leur conviction. Donc pour cet événement, je sais qu'on ne peut pas, on est obligé pour des contraintes de temps de nous limiter. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur M. Kandjabar, parce qu'il est d'abord membre fondateur de l'association des élèves étudiants de Mbaye qui fut né en 1970. Et il a été toujours présent dans tout ce que nous faisons. En ce qui concerne l'événement en cours, lui et Grand Diop, à chaque fois qu'on a une réunion, et on se réunit tous les dimanches, c'est le premier à venir. Actuellement, les données ont changé. À un certain âge, c'est difficile d'être présent à 9 h. Mais le fait que tout le monde soit là avant 10 h, ça montre l'importance de cet événement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonne chance. Merci beaucoup. Donc on va partir. Il faut dire que le fleuve ne sépare pas, permet en tout cas à ces deux amis de se retrouver. Après c'est Youssou. Ce monsieur, il avait double étiquette. Il était étudiant et un homme politique. Diallo Daoud. Je vous remercie. Comme a dit Moussa Sidi, je suis un peu embêté parce que je suis un peu embêté, comme Moussa a dit, de venir après Moussa et Maloufa, parce que je crois que ce que j'avais un peu à l'esprit, et puis ce que je voulais dire a été bien dit par ces deux personnes. Mais je voudrais ne pas être long, faire des remerciements. Tangiawar, 3 remerciements. Le premier remerciement, c'est d'avoir trouvé le titre de cet ouvrage-là. Parce que je crois que chacun de nous, en voyant le titre,
à une certaine émotion le parcours. Parce que c'est vraiment ce que nous avons toujours souhaité, c'est ce que nous avons connu de notre fleuve, c'est-à-dire que c'est un fleuve qui ne sépare pas et qui unit. Et ça, c'est le premier remerciement. Le deuxième remerciement, c'est que il avait des raisons d'être aigri, il avait des raisons de ne pas être objectif pour ce qui lui est arrivé, pour la déportation, pour un certain nombre d'événements. Mais il ne l'est pas. Et dans le livre, ça ne se traduit pas. Mais tous les gens qui l'ont connu savent que c'est un trait de caractère. C'est un homme juste, c'est un homme équilibré et qui n'est pas particulièrement, j'allais dire injuste, mais enfin, c'est une répétition. Donc, vraiment, je le remercie pour l'objectivité, alors qu'il avait toutes les raisons de ne pas l'être. Je le remercie pour la modération, alors qu'il avait toutes les raisons de ne pas l'être. Et je le remercie d'avoir continué à avoir cette attitude-là. Ça, c'est le deuxième. Le troisième remerciement, c'est un peu... Je donne une avance, quoi. Parce qu'on attend le troisième pour que le tritype soit complet. Et vraiment, on te remercie de nous abreuver de ces ouvrages à un rythme honorable, quand même, parce que Maroufa l'a rappelé tout à l'heure. Je crois que ça fait un an, quoi, pas plus, peut-être, entre les deux. Donc on attend le troisième avec impatience. Et le dernier remerciement, je crois que Diawar, ce n'est pas pour toi, c'est pour Awa. Parce que d'abord pour cette modestie, cette fidélité, cette discrétion. Mais surtout, je la remercie pour la photo, parce que je crois que c'est elle qui a dû choisir la photo. Elle est quand même très, très, très belle. Inch'Allah. Oui, voilà, je vous remercie. Merci, honorable Ba. Le suivant, Youssouf Kamara. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Papa Ndiawar, bonjour. Papa Maroufa, papa modérateur, parce que je n'ai pas encore pu retenir le nom. Bonjour. Vous avez le bonjour de Draman. Draman ne serait pas d'accord. Donc, vous avez le bonjour de Draman, qui aurait voulu être là ce matin. Et en venant, il me disait que ce n'est pas la très grande forme ce matin. Mais il m'a dit, j'espère quand même que tu y vas. Je lui ai dit, bien sûr. D'autant plus que j'ai Draman Kamara, son fils. J'avais raté la première édition. Et c'est quelque part, j'avais un arrière-goût d'un truc loupé. Mais alhamdoulilah, je suis là aujourd'hui. Papa Ndiawar, merci beaucoup. Vous avez fait un truc que vos autres amis, que j'appelle la génération d'or de la Mauritanie, n'a pas fait. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, n'ont pas fait. Vous avez donné votre part du témoignage, de votre parcours, de votre vécu, de ce qu'a été la Mauritanie. Ce qui invite donc, on va à l'endroit de tous les autres papas qui sont là. Vous avez quelque chose à nous raconter, à nous. Vous avez quelque chose à nous laisser. Vous devez le faire. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Vous devez nous restituer ce que vous avez vécu. Il faudrait nous le laisser. Parce que cela nous servira de lise, de référence pour pouvoir nous projeter dans l'avenir, pour pouvoir remettre ce pays-là sur ses pieds que certains se sont évertués depuis sa naissance à détruire. En tout cas, pour votre part, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Je voudrais aussi dire un autre mot. Ce mot va à l'endroit des gens de ma génération pour leur demander de se rapprocher de Papa Ndiawar
et de tous ces autres papas qui sont là. J'ai eu la chance d'être le fils de l'un d'entre eux, qui, comme l'a dit tout à l'heure le papa Maroufa, parle mais n'écrit pas. Je l'ai toujours interpellé pour qu'il écrive, parce que vous avez tous des choses à raconter. Il m'a dit un jour un truc que je vais l'étudier ici. Il m'a dit, Youssouf, dans ma promotion ou mes génération, nous avons tout eu dans ce pays-là. Je dis, qu'est-ce que vous avez eu? Vous n'avez rien eu? Regarde-toi, papa. Il dit, si tu fais référence aux fonctions, nous avons même eu un président de la République. Ils ont eu des ministres, ils ont eu des médecins, ils ont eu des pilotes, ils ont eu des avocats, ils ont eu un bâtonnier ou des bâtonniers. Donc, tout ce que vous chercherez, ils en ont eu. Ils ont des écrivains. Cette génération a joué sa partition. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous autres, qui sommes venus après eux, nous avons été plutôt intéressés ou interpellés par autre chose que la quête du savoir, autre chose que de bien faire pour ce pays, mais plutôt de nous remplir les poches ou de nous faire personnellement. Donc c'est pourquoi je voudrais, après tous les gens de ma génération, à payer le livre, à le lire, à essayer de le compléter, à faire de telle sorte que dans les lycées, les collèges, les universités, les gens en discutent. Parce qu'il s'agit d'un pan de l'histoire de la Mauritanie qui est raconté ici. Et je vous interpelle encore, vous autres, s'il vous plaît, donnez-nous aussi votre version. Pour notre part, alhamdoulilah, alhamdoulilah, c'est parce que nous avons eu des pères comme vous que nous nous sommes dit que jusqu'à ce que nous soyons mis sous terre, nous ferons tout, nous nous battrons tous les jours pour que cette Mauritanie soit la Mauritanie que vous avez rêvé. Et soit cette Mauritanie qui n'a pas honte de l'un de ses pans. Parce que le fleuve refuse de séparer est un titre assumé. Papa Ndiawar par là fait partie de ceux qui n'ont aucun complexe, aucune peur, au contraire, qui se gargarisent d'être à la fois Mauritanien et Sénégalais. Parce que ce n'est pas incompatible. En un moment, des chauvins, des gens qui ont un esprit obtus, nous ont fait savoir, nous ont fait croire, nous ont fait peur, de telle sorte que quand nous y avons des racines de l'autre côté, nous avons peur de les exprimer, nous les cachons. Ne les cachons plus, exprimons-les. Donc pour ne pas perdre long, encore une fois, merci beaucoup papa. Merci beaucoup de nous avoir donné ce truc-là. Merci. Je ne connaissais pas M. Kane. Je connaissais son grand-père Tijane quand j'avais servi en Baye. Je connaîtrais M. Kane à Dakar, lui étant déporté et moi étant exilé volontaire vers Walata. J'ai constaté dans les courts moments que nous rencontrions, j'ai quand même constaté que nous étions dans deux camps. M. Kane appartenait au camp du MND, qui était notre ennemi viscéral, et nous appartenions au camp qu'on appelle nationaliste négro-africain. Mais ce que j'ai constaté chez M. Kane, c'est que ce n'était pas, comme on dit, en MND, comment je peux l'exprimer, orthodoxe, complètement, comme disait Mama Sidi, Moussa Sidi, totalement dans un camp. C'était un élément équilibré. M. Kane était un élément équilibré et ça nous a surpris quand on l'a rencontré. L'autre élément que j'avais encore noté, mais c'est après qu'il soit revenu de Dakar, ici, nous nous rencontrons chez mon ami, chez un ami commun, M. Touré. Là, je l'ai connu davantage, nous avons échangé davantage. J'ai constaté un homme, j'ai observé un homme, comment dire, constamment souriant, agréable.
Et les rares fois également que j'allais dans le cabinet de Maître Djabira, pour mon dossier, j'allais dans son bureau et nous causions. C'est toujours le sourire. Je crois qu'à ce moment, il était sur le roman parce que je le trouvais en train d'écrire, mais c'était toujours le sourire du personnage avenant. Donc, M. Kane est quelqu'un d'agréable. Maintenant, c'est que l'autre élément que j'ai noté, parce que j'ai lu le livre, et j'en ai fait un cours. Quand j'ai fait le cours pour faire découvrir à mes militants le contenu du livre, certains ont voulu poser le problème sous l'angle de... Il est fils du chef de canton, et il est sous l'angle féodal. Je leur ai dit que, fils du chef de canton ou pas, il a fait son combat. Le parcours dont parlait Moussa Sidi est éloquent. 2 renvois de lycée, un renvoi à l'université, un enrôlement militaire forcé. Rares sont les individus qui ont fait ce parcours. Donc M. Kane est quelqu'un qui s'est battu, qui est resté sur la ligne du combat. Qu'il soit fils de chef de canton n'a aucune importance. Dans l'engagement politique, ce n'est pas être fils de tel ou fils de tel statut. N'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la détermination ou c'est l'engagement personnel par rapport à un combat. L'autre élément que j'ai noté quand j'ai lu le livre, j'ai été le voir parce que j'avais des questions. J'étais resté sur ma faim sur certains aspects. Quand je suis parti, je lui ai dit d'abord, M. Kane, ce qui se dégage de votre livre, c'est le calme, la sérénité. Mais vous êtes toujours comme ça? Il me dit oui, Godefroy. Parce que, effectivement, lorsque vous lisez le livre, vous ne sentez aucune amertume. Vous ne sentez, comment dirais-je, aucune... la haine, c'est trop dire. Non, pas une once d'amertume. C'est le calme absolu, c'est la sérénité. Sur cette question-là, je suis d'accord avec Moussa Sidi, avec lequel nous sommes en contradiction permanente. L'autre élément sur lequel, comment dirais-je, je suis d'accord encore avec Moussa sur la description qu'il a faite de M. Kane, c'est la discrétion. Il refuse de s'aventurer sur certaines questions. Comme j'ai dit, quand j'ai lu le livre, j'étais resté sur ma faim sur certaines questions. Parce qu'il révèle au congrès d'Alec que son grand frère Yaya était présent. Mais je lui ai dit, M. Kane, votre grand frère Yaya était présent, il a dit vous dire quelque chose. Il a dit vous expliquer comment s'est déroulé le congrès d'Alec. Là également, il est resté souriant et évasif. Il n'a pas voulu entrer. J'ai insisté, rien à faire. Il m'a dit que bon, j'ai essayé de lui demander ce qui s'est passé, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas me révéler certaines choses, parce qu'il y a des individus qui étaient encore vivants. Nous sommes restés là. Donc, à la fois, il est resté sur sa faim, sur cette question, et moi également. Le deuxième élément que je lui ai posé, je lui ai dit, mais M. Kane, vous avez été déporté, vous êtes revenu. La situation du pays est telle qu'elle est. Et vous avez dû quand même parler à vos amis Bida. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce problème-là? Parce qu'à travers le livre, il m'a révélé qu'il était... L'amitié qu'il avait avec Maroufa remontait de très loin, je reviendrai. Et l'amitié qu'il avait avec Moussa Fall remontait de très loin. Je ne le savais pas. Je lui dis, bon, je sais que vous avez à travers votre parcours, vous avez des amis arabo-berbères, Bida. Mais vous avez dû quand même leur poser la question, mais quelle est leur position par rapport à cette situation que nous vivons maintenant? Là également, il est resté discret, évasif, et puis nous avons dû passer à autre chose. Donc sur le plan de la discrétion du personnage, de la retenue du personnage, il n'y a rien à dire. C'est la vérité. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté. Maintenant, par rapport à l'amitié avec M. Djabira, je constate, il m'a révélé que M. Djabira également est un vieux combattant. Parce qu'il m'a expliqué que d'abord les grèves de 66 au niveau de Nouakchott et la bagarre de M. Djabira avec Baba, que je connaissais de nom, compte tenu de ses positions. Ça m'a intéressé. Et après, je lui ai demandé, mais alors, M. Djabira et vous, vos trajectoires ont changé. Je ne vois plus par rapport à, comment dire,
je ne le vois pas sur la scène politique. Non, il m'a dit à chacun sa façon, mais il n'a pas changé. Et par rapport à Moussa Fall, il n'a pas non plus voulu être, comment dirais-je, m'expliquer que. Il n'a pas voulu m'expliquer qu'est-ce qu'il y avait exactement et qu'est-ce qu'il avait dit à Moussa Fall. Parce que Moussa, je connais et c'est quelqu'un avec qui j'ai changé. Cela dit, je ne peux que le remercier d'avoir pensé à moi pour me dédier le livre. Mais je le remercie également, malgré ses problèmes, malgré tout ce qu'il a subi, à la fin du livre, sans avoir peur d'aucune sorte ou d'aucune pression, il a quand même posé les problèmes. Il a posé les problèmes calmement, posément, mais il a estimé qu'il fallait les poser et que c'est aux Mauritaniens de les résoudre. Et ça, c'était intéressant parce qu'il aurait pu les esquiver, comme beaucoup le font. Donc, pour ne pas être long, je vous remercie. Et vraiment, j'ai été très honoré d'avoir reçu ce livre. Bonjour à tous. Déjà, je remercie Maroufa de nous avoir demandé d'observer une minute de silence à la mémoire de Baba Serré, qui était une personne très chère pour moi personnellement. Ensuite, c'est effectivement le deuxième anniversaire de son décès, aujourd'hui, presque jour pour jour. En décembre 2021, il me semble que c'était le 12, quelque chose comme ça. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir le niveau intellectuel des présentateurs comme des intervenants par la suite, parce que malheureusement, j'ai quitté l'école beaucoup plus tôt, pour des raisons justement de militantisme. À quelle des écoles? Parce qu'il y a 2 écoles. Bon, la dernière, j'espère ne l'avoir même pas encore quittée. J'espère. Et qui est, me semble-t-il, être la plus importante, mais qui ne me donne pas le niveau qui me permet d'arriver. J'ai acheté les livres quand même il n'y a pas longtemps, parce que je n'ai pas eu le temps de les lire. Et Ndiawar lui-même sait pourquoi. J'étais en voyage lorsqu'il a Paris, ou juste avant de paraître, j'ai voyagé. Lorsque je suis de retour, il n'était pas encore là. Et ça ne fait que quelques jours que j'ai acheté. Je n'ai pas du tout eu le temps de les lire. Je note tout simplement, quand même, à mon avis, un petit lien entre le sujet des 2 livres. Le roman et le livre, Le Sentier sinueux et le fleuve qui est le fils de ses parents. En fait, moi, je regrette d'ailleurs qu'il ne m'ait pas séparé avec Ndiawar, ce fleuve-là. Ça m'aurait fait peut-être un peu moins de peine. Et donc, je ne parlerai pas spécialement du livre, mais éventuellement de la personne de Ndiawar. Moi, je suis un fils d'Atar, de la ville d'Atar. Vous connaissez tous la relation de la ville d'Atar avec la famille Khan, depuis Khan Tidjane jusqu'à Khan Ndiawar. Et donc, il y a un lien que le fleuve n'a pas séparé. Et ce que je veux dire ce soir, j'ai pris le micro juste pour dire la peine que m'a fait l'expulsion de Ndiawar. Je ne sais pas si ça rappelle lui-même, on n'en a jamais probablement parlé depuis, mais la veille ou l'avant-veille, il dînait dans ma marmite, moi, à Nouadhibou, où il était en mission pour la caisse de sécurité sociale. Il prend l'avion, un jour après, on me dit il a été expulsé. Ça me fait beaucoup de peine. C'était tellement pénible pour moi que j'ai jamais dit. C'est ça que je voulais souligner. C'est quand même un personnage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je te félicite pour la qualité du présentateur, aussi bien pour ce livre que pour le roman la dernière fois avec Baba Abdoulaye Serré. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde.
Je ne serai pas assez long. Je sais qu'avec Ndiawar, on peut être très long. On passe toute la journée à parler, comme le disait le doyen qui est parti, sans pouvoir terminer les événements le concernant. Ndiawar, je l'ai connu à partir des années 62 au collège Javier Compagnie, du collège de Rousseau, qui est nos anciens, avec maître, Gabriel et autres. Depuis ce temps, jusqu'au mouvement Kadiré, jusqu'à cette situation avec les associations, l'organisation de la société civile, notamment au niveau du CONAT, on a toujours travaillé ensemble. C'est, comme tout le monde l'a dit, un homme franc, honnête, respectueux de tout le monde. À aucun moment, durant toute cette période-là, on a eu l'acceptation. Je n'ai jamais eu l'acceptation avec Ndiawar. Et ça, c'est assez important dans ma vie. Parce que les anciens qui ont beaucoup marqué notre vie, comme le dit les jeunes disaient tout de suite. Je crois qu'il y a une chose que tout le monde ne connaît pas sur Ndiawar. Le doyen qui est parti, d'autres en a encore parlé, mais Ndiawar, pour ce qui est de l'enseignement des langues nationales, fait partie des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, et surtout de la Mauritanie du Sénégal, qui ont été les premiers à s'inscrire au Coura. Ça a eu lieu en Bagne, et il était un des acteurs, avec d'autres, et d'autres sont partis. Et ça, je peux le souligner, ça c'est les années de le souligner. C'est un événement important dans la vie culturelle dans cette vallée du fleuve Sénégal, en Mauritanie et au Sénégal. Donc ce mouvement culturel, donc, il a eu à jouer un rôle très important là-dedans et je l'en félicite tous ceux qui ont eu à contribuer à cet événement. Par rapport au titre, comment je partage réellement ce titre-là. Effectivement, refuse de séparer. Quand les Français ont eu avec les règles, les compas, crayons, les bombes sur le carte pour en faire les frontières, ça n'a pas marché. Les populations ont refusé d'en faire les frontières. Les événements que nous avons tous connus en 89 et autres ont prouvé que les populations refusent que ce fleuve soit une frontière. Il ne peut en aucun cas d'ailleurs être une frontière. Dieu merci, il ne pourra jamais être une frontière, compte tenu de la situation socio-historique qui prévaut dans cette région. Je prie en tout cas Dieu, Allah a encore une longue vie, et que le prochain livre soit encore plus important. Je terminerai par me féliciter par rapport à ces collègues qui ne sont pas là. En tout cas, je crois que je suis en point de balance. Ndiawar a encore marqué 2 buts. On attend contre son camp. Il a marqué contre son camp. Non, il a bien marqué un but. Les Gallo et les camps. Donc, avoir 2 balles. Il y a Moussa à ses côtés, qui travaille pour lui, c'est très important. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Atikatou Dieng. C'est vrai que j'allais demander, parce que le baladeur est là, je le garde au moins. Donc, c'est vrai que j'avais constaté qu'il n'y avait pas eu de voix féminine. Moi, je témoignerai surtout par rapport à Tonton Ndiawar, comme on l'appelle affectueusement, par rapport au consultant. Quelqu'un l'a dit dans la salle. Étant plus jeune, nous l'avons plus côtoyé sur le terrain de la consultance. Et je dois à la vérité de dire que le côté foutanké de Ndiawar
on l'appréhende plus quand on est jeune consultant comme moi, Seigneur, avec lui. Parce que Diawar, c'est tous les jours le papa qui parle. C'est le tonton d'abord qui parle. C'est aussi celui qui tire vers le haut. C'est le coach, c'est le manager. Et je le dis parce que pour avoir été 2 fois dans son équipe, et j'avoue que je n'ai pas regretté. Et quelque part, d'ailleurs, si j'ose prendre la parole aujourd'hui, Diawar en est pour quelque chose. Je tenais à le remercier, ma tonton Seydi Kane, Diaram. Et quelqu'un l'a dit aussi dans cette salle. Je voudrais avoir aussi une attention très particulière pour Tata Awa. Parce que comme on le dit l'adage, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Je voulais lui dire merci. Merci le Président. Mais je pense que votre intervention est un peu suggestive, c'est-à-dire que je ne dois pas parler longtemps. En rappelant que vous n'avez pas été directif. Vous savez que chez les Soninké, on dit ce qu'on pense. Ah bon? Non, nous, on ne connaît pas cette culture-là. On ne connaît pas. Bref, merci beaucoup. Merci, M. Kane. Lobo Kane, en Diaram. Et Lobo, quand je dis Lobo, cela veut dire que c'est le surnom qu'on lui donnait à l'époque. Lobo en français peut signifier, si je m'appuie, je parle sous le contrôle, je pourrais me rectifier éventuellement, soit le choisi, ou le meilleur, le bon. Donc ceux qui avaient à l'époque surnommé M. Kane Lobo ne se sont pas trompés sur le caractère du jeune garçon de l'époque. Et ici, peut-être aujourd'hui, ici, l'animal, les gens rappellent ces caractères de Lobo en réalité. Donc moi, j'ai choisi mon pari, c'est que désormais, je ne l'appelle plus Diawar, mais je l'appelle Lobo. Ceci dit, je pense que l'ouvrage qui a été présenté, et on l'a déjà dit, c'est un ouvrage de fond, ce n'est pas simplement un ouvrage autobiographique, c'est vrai, mais c'est une autobiographie qui se confond à l'histoire de la Mauritanie. Et je crois aussi, beaucoup l'ont rappelé, l'engagement de Diawar Kane, depuis son jeune âge jusqu'à maintenant. Et je pense qu'on doit le féliciter d'avoir été constant dans son engagement pour la justice, pour l'égalité des droits. Je voulais aussi souligner qu'à travers le titre de l'ouvrage, lorsque j'ai eu l'ouvrage, la première chose qui m'a tout de suite frappé, c'est le titre. Le fleuve refuse de séparer. D'aucuns, comme Bamoussa Sidi, ont insisté sur le caractère négatif, refus de la frontière. D'autres ont mis l'accent sur le caractère affirmatif, positif, uni. Ce qui semble, c'est que la frontière vous diviser. Toujours est-il qu'à travers ce titre évocateur, je pense qu'il y a toute la problématique de ce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays. Cela veut dire que c'est la reconnaissance de l'altérité, c'est-à-dire de l'autre, comme étant son égal, pouvant également jouir des mêmes droits. Et je crois que ça pose le débat national, que tout le monde ici, plus ou moins, en tout cas, a l'esprit. Parce que c'est la condition de notre avenir commun, l'avenir de la Mauritanie. Donc, ce qui me semble important, c'est qu'on retienne l'idée
que le fleuve ne peut pas être une frontière, ni physique, ni culturelle. Et qu'une autre partie de la Mauritanie doit reconnaître cette altérité, cette existence de l'autre, c'est ce qu'ils appellent l'altérité, pour qu'effectivement nous puissions vivre en harmonie dans ce pays. Mais en tout cas, c'est dire, quelque part, lorsqu'on évoque 58, lorsqu'on évoque 66, lorsqu'on évoque 79, 86, 87, 89, mais c'est toute l'histoire de la Mauritanie qu'on évoque. Et qui pose par ailleurs le problème de fond, c'est le problème de la cohabitation. Donc je dis, Monsieur Kane, vous avez contribué, c'est un esquisse, c'est un début, j'espère. Un début de quelque chose de plus profond, de plus affirmatif, de plus engagé. C'est vrai qu'il va rompre un peu avec la force tranquille que vous êtes, mais on va essayer de bousculer un peu cette force tranquille pour qu'elle puisse un peu s'engager, pour nous dire un peu, nous raconter un peu plus, non pas de l'expérience, de l'histoire de la Mauritanie, mais aussi des solutions. Est-ce que c'est des solutions? Parce que nous avons besoin effectivement de forces tranquilles qui peuvent proposer des solutions qui, à mon avis, peuvent être dans certaines circonstances assez idoines pour ce pays. Merci pour cela, merci à tous. En tout cas, merci M. Kane. Je vous invite, en tout cas, je vous encourage à aller un peu plus loin. Et je suppose, comme on dit certains ici, que l'année prochaine peut-être, nous nous retrouverons pour discuter des problèmes de fond de la Mauritanie, si ce n'était pas déjà fait. Merci. Oui, il s'agit de hasard de l'homonymie. Je ne suis pas au courant de l'hommage. En fait, oui, je disais à madame que la première chose qui m'a interpellé, on va dire, c'est que bien qu'il y ait plusieurs générations dans cette salle, que la parole était à une génération. Et qu'il fallait faire entendre peut-être une autre génération qui aurait certainement des choses à dire à côté. Déjà, oui, félicitations à notre papa pour cet exercice réédité d'écriture qui est un don, qui est un legs à notre génération. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le perçoit. C'est aussi l'occasion pour faire un plaidoyer, toujours à cette même génération, un plaidoyer pour les inviter à transmettre davantage, à écrire davantage, parce que je sais que dans cette salle, pas mal de gens ont des choses à dire, à raconter. C'est très bien de les raconter dans l'intimité de leur salon, avec les privilégiés que seront leurs proches, leurs visiteurs le soir. Mais c'est toujours bien aussi de transmettre, d'écrire. Après, je ne suis pas naïf. Tout le monde n'a pas un don d'écriture. Tout le monde n'a pas une belle plume. Même dans ce cas, il y a toujours moyen de transmettre, de léguer. Par l'oral. Par l'oral, par le numérique qui existe aujourd'hui, par les podcasts, et j'en passe. Et donc, vraiment, je réitère ce plaidoyer, je me répète, j'invite nos aînés à transmettre davantage. Même ceux qui n'ont pas une belle plume ou qui pensent qu'ils n'ont pas une belle plume, ils ont toujours les moyens de transmettre à travers des podcasts, à travers de l'oral. Après, je sais que, j'en discutais hier avec un monsieur qui est dans cette salle, il me disait, oui, non, on veut bien transmettre, mais on va faire mal. On va faire mal, bon, parce que ça ne va pas plaire à X ou à Y. La vie, c'est comme ça, hein. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Pour l'intérêt d'une communauté ou de tout un pays, il ne faut pas hésiter. Après, je lui disais, oui, on peut mettre des initiales, hein. Pour citer tel ou tel, on met des initiales, et puis voilà. Donc ça, c'était la première partie de mon intervention, c'était ce plaidoyer-là. La deuxième partie, c'est... je parlais un peu d'un sujet qui m'intéresse un peu, un sujet sur lequel je m'interroge aussi un peu. Le mot-clé, on va dire, de cette
de cette matinée, enfin, que je retiens en tout cas moi, c'est fleuve. Et en fait, je me suis souvent interrogé pourquoi est-ce que les gens d'une partie du fleuve, la partie nord du fleuve, réussissent mieux sur des questions économiques dans les affaires que leurs cousins de l'autre partie du fleuve. Bien entendu, il y a des questions, on dira, structurelles, liées à des années de braise, liées à des années de privation, de discrimination ou autre. Mais n'y aurait-il pas d'autres questions, on va dire, sociologiques? Je n'ai pas la réponse, je veux profiter pour mieux comprendre cet aspect. J'espère que je me suis bien fait comprendre, en tout cas. Et voilà, merci beaucoup. C'est ça. Bonjour à tout le monde. Maître Djabira, Diawar, M. Ba, les doyens. J'ai tenu à parler, ce n'était pas envisagé au départ, pour exprimer notre sentiment commun, Ndiaye Kane et moi, qui est mon aîné, ici présent. Je sais qu'il m'a toujours parlé de Diawar comme promotionnaire d'abord. Ses qualités, sa personnalité. Et quelques anecdotes que je voudrais relater ici. La première fois que j'ai entendu parler de son nom, c'est à travers mon oncle, le petit frère à ma mère, qui est parti en 2012, Abdoulaye Kane, un gendarme. Un gendarme très attaché à ma personne, qui m'a donné toujours des confidences. Lorsque Ndiawar était emprisonné à Attar, c'est la première fois que j'ai entendu parler de son nom. Abdoulaye Kane, gendarme, faisait partie des chargés de surveiller Ndiawar. Il m'a dit qu'il ne comprend pas, ce monsieur c'est un cousin, il est en grève de faim, il est menacé, j'ai fait des pressions sur lui pour qu'il mange, il refuse toujours. Ça, il me l'a toujours dit. Lorsque j'ai lu le livre, j'ai restitué les péripéties. C'est en ce moment que j'ai compris les détails. Et ça, vraiment, ça m'a frappé. Deuxième point que je veux révéler, moi je suis né à 4 km du fleuve Sénégal. Je ne suis pas comme lui. Lui, il est né au bord du fleuve. J'ai vu Bouel Mogdad, qu'il a relaté longuement dans le livre. Mais je n'ai jamais entendu parler de scène qui a précédé Bouel Mogdad. Signe. C'est dans le livre que j'ai vu ça. C'est la première fois que j'ai entendu ça, c'est dans le livre. Notre génération, c'est Bouel Mogdad qu'on a connu. Je voulais donc dire cela. Ensuite, je l'ai connu. J'ai vu un homme paradoxal. Comme le disent certains, c'est un fils de chef de canton. Tout le monde le sait. Je ne peux pas dire qu'il n'en a pas bénéficié. Mais je pense que c'est très peu. Ndiawar a tracé sa voie sur le plan politique de façon autonome, et sans pression, avec les péripéties que tout le monde a vues. Il les a assumées. Et c'est comme ça Ndiawar. Quand je dis paradoxe, lorsque je l'ai connu, j'ai vu qu'à l'inverse, il était si attaché à sa famille. C'est rare de voir quelqu'un qui combine les deux. En général, quand on est autonome on est autonome à 100%. Je découvre, lui et son épouse, ils sont vraiment famille. Mais sur le plan politique, c'est une autre voie qu'il a choisie, et c'est lui-même qui l'a choisi. Et on doit le respecter pour ça. Et enfin, sur le livre, il y a des événements que j'ai vécus en tant que jeune, parce qu'il y a une grande différence entre nous. Il y a d'autres que je n'ai pas vécus. Mais je dois dire que les événements que j'ai vécus, la restitution est fidèle. Et c'est très bien que ça soit restitué par un homme politique qui connaît le communisme. Ndiawar a toujours assumé sa personnalité. Mauritanien, de fond, en réalité. Mais ses relations avec le Sénégal, il les a toujours assumées, en dépit des difficultés.
Et enfin, je vois qu'à la fin du livre, il pose la complexité de la situation en Mauritanie. Je ne veux pas répéter les termes cohabitation et autres, parce que nous savons d'où nous venons. C'est toute une histoire. Je pense qu'un pays qui se construit et qui a toujours des péripéties, surtout en Afrique, avec la décolonisation, la balkanisation. Le doyen l'a dit au début, je parle de Djabira, et je pense comme lui que nous sommes condamnés de vivre ensemble. S'il y a des péripéties, nous devons être en mesure de les discuter et de les résoudre. Je pense que je peux m'en tenir à ça et féliciter toute l'équipe. Je vous remercie. Professeur. Assalamu alaikum. Je ne parlerai pas de Ndiawar, parce que ce serait un peu parler de moi-même, et je crois que ce n'est pas très bien vu. Mais je trouverai le moyen, ou j'ai trouvé le moyen de m'en sortir. Je voulais interpeller Thierno Sioul. Et je crois que nous sommes là en plein dans le titre de cet ouvrage. Et en cela, je voudrais rassurer mon camarade Sidane qui est là, en lui disant qu'il ne s'agit pas d'une internationale des fils de chefs de canton, mais plutôt d'une tentative d'interpeller, de lire, de revoir, de questionner ce qui nous tient lieu de frontières. Je crois que le titre du livre m'a permis de comprendre une expression pulaar bien courante, Maayo wana Keru. Je crois que sa traduction en français apporte beaucoup plus d'éclairage à cet adage que nous avons toujours entendu. Mon neveu Tal parlait tout à l'heure d'un mot-clé, fleuve. Et je crois que fleuve ici doit être compris simplement comme un repère que le hasard du tracé des frontières de nos pays a pris comme repère. Mais c'est également vrai pour tous les autres repères qui sont autant aussi de fleuves qui refusent de séparer. Titre d'exemple, le Sahara, qui peut être compris comme une frontière, mais qui refuse toujours de séparer. Et en cela, je pense que l'anthropologue Jean-Loup Amsel a peut-être raison en disant que nos frontières posent problème, plus parce qu'elles séparent que parce qu'elles rassemblent. Et c'est pour ça peut-être que un de nos chefs d'État africains, parmi les plus brillants, en l'occurrence Alpha Oumar Konaré, a voulu, durant sa mandature au niveau de l'Union africaine, de mettre en place une politique des frontières commune à l'ensemble des États, à travers le concept qu'il avait lancé, qui est celui du pays frontière. Et je crois que nos États, dans leur ensemble, c'est vrai pour la Mauritanie, mais c'est vrai aussi pour le Mali, c'est vrai pour le Burkina, c'est vrai pour le Niger. Tous ces pays-là ont besoin de questionner, de revoir leurs frontières de manière à trouver une nouvelle gouvernance qui nous permette de mettre en place de nouvelles politiques qui tiennent en compte justement cette réalité à travers le fait que ces repères, qu'elles soient fleuves ou qu'elles soient autre chose, ne constituent pas véritablement des frontières étanches et que
il y a lieu de revoir je crois que ce livre autobiographique est une contribution importante dans la réflexion autour de cette nouvelle gouvernance. Et j'ose espérer que les lecteurs s'attacheront beaucoup plus au message qu'ils portent, beaucoup plus qu'aux factuels qui y sont relatés, qui ne manquent pas de piquant, qui ne manquent pas d'intérêt, qui ne manquent pas de sucre. Mais l'essentiel, c'est d'aller justement vers cette gouvernance transfrontalière qui est le seul salut pour le pays sahélien. Merci. Merci, professeur. Alors, je m'en vais donc donner la parole à notre ami Ba. Excusez-moi, cher modérateur, je me permets de profiter du micro. Avec votre permission, je voudrais juste dire un mot. Ça, c'est un coup d'État, ça. Allez-y. Pas plus qu'un mot. Très bien. Merci beaucoup. Merci et merci infiniment à toute cette illustre assemblée. Je salue tout le monde autant que vous êtes. Je voudrais juste dire un mot pour dire à Papi Ndiawar, comme on l'appelle si affectueusement, parce que Papi Ndiawar est mon grand-père. Mais c'est surtout pour dire à Papi Ndiawar que je revendique mon nom à côté du nom de Mami Awa. Moi-même, je vais intervenir. La prochaine édition. Mais moi, je dois être à côté, juste à côté de Mami Awa, parce que je suis sa rivale numéro 1. Juste vraiment un grand merci pour cet ouvrage. Je rejoins le doyen, mon grand frère Youssouf Kamara, et aussi Tal ici, pour le plaidoyer qui tient à dire qu'il serait vraiment nécessaire que ce genre d'ouvrage ne soit pas juste une édition limitée ou quelque chose qu'on fait très occasionnellement, mais une passerelle pour nous les jeunes de l'autre génération, pour vraiment pouvoir emprunter ce chemin et pouvoir aussi marquer, jouer notre pierre à l'édifice, c'est comme ça qu'on le dit. Voilà. Donc c'était juste pour ce mot pour partager ma profonde gratitude et féliciter Papi Ndiawar et souhaiter bon vent à cet ouvrage et tous les autres qui vont suivre, Inch'Allah. Bonjour à tout le monde et bonjour principalement à Tonton Ndiawar et Tata Awa. J'appelle Tata Awa qui est en fait la petite sœur à ma mère. Donc c'est un lien très important pour moi. Juste concernant tous les débats qui ont été faits, moi je pense qu'on a un point sur lequel on est obligé de revenir pour comprendre un peu notre situation actuelle en tant que communauté. Qu'on le veuille ou pas, on ne fera pas l'économie du bilan de tout notre parcours depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de le faire. Je n'en ai ni la compétence ni le temps. Mais je pense que ces témoignages que nous avons et dont nous avons besoin, ces témoignages, on a aussi besoin de comprendre pourquoi des indépendances, au moment où nous avons eu le pouvoir, que ce soit ce pouvoir-là, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit financier, et nous l'avons eu, nous les avons eus, pour être plus précise. Pourquoi aujourd'hui nous en arrivons à une situation où nous n'avons pratiquement plus rien? Quelle est notre part de responsabilité? Et cette responsabilité-là, nous ne pouvons pas l'esquiver. Et je m'adresse à vous, Tonton Ndiawar. Je m'adresse à tous ces anciens qui sont dans la salle et hors de la salle, mais qui ont, d'une manière ou d'une autre, je ne parle pas de manière négative, ça peut être même extrêmement positif, participé à cette situation à laquelle nous sommes aujourd'hui, qui fait que nous n'avons plus rien.
ni politique, ni financier, ni économique. Alors nous, qui sommes là aujourd'hui et qui voulons comprendre pourquoi, vous avez le devoir de nous répondre, vous avez le devoir de nous dire comment nous en sommes arrivés là. Ce n'est pas une question négative, vraiment c'est juste une compréhension. Et je pense que la position que les gens pourront avoir, l'engagement que cette jeunesse pourra avoir, les activités que cette jeunesse pourra avoir, elle ne pourra la faire que si elle comprend l'histoire qui a été notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie et félicitations pour votre travail. Merci beaucoup. Merci Malfa. Merci Moussa pour tout ce que vous avez dit. Et je remercie tout le monde qui est venu. Et je vous prie d'accepter mes excuses d'avoir interrompu la grasse matinée de certains et le petit déjeuner d'autres. En tout cas, merci d'être venus, que ce soit la famille, les amis, les camarades. Et je suis très touché par votre présence. Merci. Je vais vous faire une petite révélation. Lorsque j'ai écrit le roman, je ne m'attendais pas à écrire cet ouvrage. Mais aussi bien à Dakar qu'ici à Nouakchott, beaucoup de personnes, de la famille, des amis, des camarades, m'ont dit qu'il fallait écrire autre chose. C'est pas ce qu'on attend de toi. Il faut écrire. Ils m'ont un peu, non seulement encouragé, mais ils m'ont un peu très amicalement forcé à écrire. Mais ce qui m'a permis d'écrire, c'est, on dit toujours, à quelque chose malheur est bon, c'est que j'ai été bloqué par une maladie et pendant cette période de blocage, j'ai pensé à ce que vous vouliez que je fasse et je l'ai fait. Je suis content de savoir que ce livre vous a plu. Vous a fait, ce livre comporte deux parties. La deuxième partie, contrairement à ce qu'on peut passer, la deuxième partie a été rédigée bien longtemps avant la première partie. Et je voulais donner un témoignage sur l'opération de rapatriement des anciens réfugiés britanniques au Sénégal. Parce que cette opération faisait l'objet de beaucoup de commentaires, parfois même de dénonciations un peu malveillantes. Et j'ai cru donner un avis puisque j'étais au cœur de cette opération. En même temps que j'étais parmi les victimes, j'étais aussi au cœur de l'opération en tant que personnel de l'agence des rapatriés. Donc, j'ai pensé qu'il fallait écrire une autobiographie. Mais il y a une trame, on peut dire la lame de fond de tout ce récit, c'est deux problématiques majeures. La première problématique, c'est la problématique des frontières. Quand je dis le fleuve ne peut pas séparer, le fleuve refuse de séparer, je veux dire que dans la plupart de nos pays, il y a eu ces tracés, je ne vais pas reprendre cette histoire de Berlin 1884-1885, avec un crayon noir, on a tracé des frontières qui ont découpé des peuples et qui les ont séparés, disons, de façon artificielle. Comme disait quelqu'un, entre le Bénin et le Nigeria,
quelqu'un disait la frontière n'a pas séparé les Yoruba, mais il a séparé les Français des Anglais. Et c'était une belle formule. Si vous voyez, je donne seulement des exemples pour montrer que c'était une première problématique qui me tenait à cœur. Si vous voyez à ceux qui ont voyagé le savent aussi, que la frontière entre le Togo et le Ghana passe par une rue de Lomé, qui est la capitale du Togo. Une rue de Lomé. D'un côté, c'est le Togo, de l'autre côté, c'est le Ghana. Donc, c'est pour dire la bêtise de ces principes. Mais nous devons vivre avec et voir comment régler ces problèmes de façon pacifique. Ça, c'est la première problématique de cette trame. La deuxième problématique de cette trame, c'est le vivre ensemble. Et ça, moi j'ai pris l'exemple de Mauritanie, parce que je suis mauritanien, parce que c'est ce que j'ai vécu, et je parle de mon vécu. Et donc, vous avez bien pu voir ce que c'est que ce problème. Mais pour répondre rapidement à ma nièce, nous avons assumé nos responsabilités. Nous avons toujours assumé nos responsabilités et nous continuons de les assumer. Maintenant, si nous avons le devoir de vous répondre, vous avez le droit de rechercher et de nous interroger, de vous informer. Si vous ne vous informez pas, si vous n'allez pas à l'information, si vous ne cherchez pas à comprendre, ce n'est pas à nous de vous transmettre gratuitement et sans effort ce que le peuple que nous avons connu. C'est vrai qu'il y a eu des non-dits. Bon, je ne peux pas les révéler ici. Moussa Sidi en a parlé. Et au congrès d'Alec, effectivement, moi je préparais l'entrée en 6e et j'étais avec mon frère qui a participé au nom de l'UNM à ce congrès. Il m'a effectivement raconté le déroulement du congrès d'Alep. Mais il y a des choses qu'il m'a dites, des choses qu'il a refusé de me révéler parce qu'il ne voulait pas que les personnes qui étaient encore vivantes puissent être indexées par l'information. Et c'est pour ça que j'ai dit que peut-être qu'un jour, ça va être révélé, mais par d'autres. Il n'était pas seul là-bas. Je veux parler aussi, il me demande quels sont les 3 autres, les 49 LIAC. En 1971, Senghor a décidé de renvoyer 49 étudiants et d'incorporer les étudiants sénégalais, certains étudiants sénégalais. Parmi les 49 étudiants renvoyés, il faut dire que les étudiants non sénégalais étaient plus nombreux que les étudiants sénégalais eux-mêmes. Parmi les 49, nous étions 4 Mauritaniens. Il y en a 2 dans cette salle. Et il y a Hassan Mohamed Mahmoud qui est là, qui est un compagnon aussi depuis la 6e jusqu'à cette date, alhamdoulilah. Et il y avait Babou Bakar Moussa et il y avait Taleb Mohamed. Ça fait 4. Et... Non, ça fait 3 encore. Non. Lui, 3, mais tu n'as pas dit, il n'a pas dit. Pour ce qui est du congrès de l'UJASI, il faut vous informer auprès de Hassan. Il va vous dire avec plus de précision ce qui était présent. En tout cas, je suis très, très touché par toutes ces interventions et surtout par l'intérêt que vous avez pour ce qui a été révélé dans ce livre. C'est un témoignage, c'est le mien, d'autres vont faire les leurs et je pense que vous, de la nouvelle génération, c'est bien de pouvoir profiter de ces témoignages
mais c'est encore mieux de pouvoir encourager vos aînés à vous délivrer leur témoignage. Et je crois que c'est comme ça qu'on pourra construire notre propre histoire. Je vous remercie. Merci, professeur et jeune écrivain. J'ai réservé à ce stade de notre séance une mention spéciale à la famille de Ndiawar. Ndiawar a une famille magnifique. Et je voudrais vous demander d'applaudir particulièrement son épouse, Awada. Vous savez, certains écrivains, pour aligner pour faire une page, ils font de la délocalisation. On appelle ça des résidences d'écriture, etc. Il faut une famille aimante, une famille qui vous permet de travailler dans la sérénité pour produire un livre. Et c'est par rapport à ça que j'ai souhaité que Awa, ses enfants et tous ceux qui les entourent soient remerciés à cette occasion et applaudis. Merci Ndiawar d'avoir permis que nous nous retrouvions autour, non pas dans Michui, dans Couscous, dans Yachirhako, mais autour d'un livre qui pose les vrais problèmes de la Mauritanie. Répondant peut-être un petit peu au président Samba Diab, chacun a sa façon d'aborder ces questions-là. Personnellement, j'ai un petit tempérament rebelle et qui difficilement intègre les syndicats, difficilement intègre les partis, donc je suis un élément flottant. Je fais ce que je crois être simplement de l'intérêt de la Mauritanie. Or, l'intérêt de la Mauritanie, c'est de ne pas bricoler. Nous avons bricolé sur les questions essentielles. Nous avons bricolé en ce qui concerne la demande de justice de toutes les victimes. Nous avons bricolé en ce qui concerne le règlement du passif humanitaire. Mot qui veut dire tout ce qui s'est passé depuis les années 86 où des dirigeants de notre pays, quelquefois, ont perdu la raison et se sont mis à faire n'importe quoi. Nous avons bricolé en ce qui concerne la question de l'esclavage. Je me suis trouvé à Bruxelles un jour au Parlement européen avec l'ambassadeur de Mauritanie de l'époque et la question de l'esclavage avait été posée. Je suis intervenu en disant non, nous avons l'esclavage chez nous. Nous avons tel problème chez nous. Ce que vous, Européens, nous allons vous demander, c'est de nous aider par les moyens à régler ces problèmes-là. Nous ne vous demandons pas de venir les régler. Mais si nous cachons, comme on dit dans mon village, si le mort se cache de celui qui lui fait la dernière toilette, il risque d'arriver sale au ciel. Fondamentalement, nous avons ce défaut de Mauritanie. Nous ne voulons pas aborder les questions qui font que notre cohésion est piégée. Et il me semble que ce livre, qui est un livre d'espoir, nous évite à cela. C'est la problématique des terres. Il faudrait que nous ayons un débat sur les terres qui rende compatible la nécessité du développement avec celle de la propriété privée. Parce que la Mauritanie a 60 ans ou 62 ans ou 63 ans, ce n'est pas important. Mais il y a des propriétés foncières qui remontent à 5 siècles, 6 siècles. Si vous dites, parce que vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de propriété, mais c'est un acte de guerre. Et fondamentalement, nous n'avons pas le droit de bricoler pour mettre en place tous les instruments, tous les outils d'un vivre ensemble qui nous mettent tous en sécurité, dans les mêmes conditions pour le développement
sauf par rapport à notre dynamisme et à notre intelligence. Nous avons l'obligation de mettre en place une école, Diawara en passe, une école qui permette à l'ensemble de nos enfants qui ne peuvent être remarqués que par rapport à notre capacité de travail ou d'intelligence. Mais encore une fois, ces questions que Diawara évoque dans ce magnifique livre méritent que nous nous y pensions et que nous y trouvions des solutions. Et je m'adresse cette fois-ci à la jeunesse. Je sais que certains d'entre vous sont engagés, mais cet engagement mériterait un arrêt pour évaluer ce que nous avons fait, parce que quelquefois on dit, mais les anciens n'ont rien fait. Voilà pourquoi on en est là. Nous avons fait ce que nous avons pu, dans le contexte de ce qui était la Mauritanie. Mais nous avons fait une chose, c'est que nous nous sommes battus quelquefois ensemble. Pas les mots, pas les haratim machin. Le spectacle auquel on assiste aujourd'hui est effrayant pour des vieux que nous sommes et qui avons un pas vers l'au-delà. Et c'est en cela que j'ai dit, vous avez un rôle, nous écoutez, mais surtout vous avez un rôle qui est important, c'est d'imaginer une Mauritanie fraternelle, une Mauritanie qui nous unisse, une Mauritanie de justice et une Mauritanie démocratique pour son développement. Je vous remercie, je remercie toute l'assistance. Diawara est à votre disposition jusqu'à l'heure de la prière parce qu'il faut qu'il aille prier pour ceux d'entre vous qui souhaitent que le magnifique livre qu'il a fait puisse être dédicacé. À nouveau, merci à tous et bravo à Diawara et sa famille. Mianon tanjay, kiri kaya, bara.